Le 15 octobre 1944, la boue aspire leurs bottes à chaque pas, et le froid mordant de l'Europe balaie le moral des troupes alliées dans la campagne de Lorraine. L'air était lourd, non seulement de l'odeur de poudre et de terre mouillée, mais aussi du désespoir. Chaque arbre, chaque élévation, chaque ombre semblait cacher une menace, mais la véritable menace ne venait pas des tranchées ou des nids de mitrailleuses. Elle venait en rugissant, une ombre lourde et implacable qui transformait les hommes en poussière et les espoirs en ruines. C'était le Panzer V, le légendaire panthère, une bête d'acier, agile et mortelle, dont le blindage frontal était presque impénétrable pour tout ce que les Alliés pouvaient lui opposer. Nos hommes tombaient par centaines, leurs espoirs écrasés sous les chenilles de ces machines de guerre. Au milieu de cet enfer, un homme simple, un tireur d'infanterie nommé Elias Vance eut une idée si folle, si absurde, qu'elle fut accueillie par des rires, des moqueries et la certitude que la guerre avait finalement brisé son esprit. Il promettait d'arrêter les Panthers, non pas avec un nouveau canon ou une tactique élaborée, mais avec quelque chose d'aussi primitif qu'incroyable. Une innovation que tous rejetèrent, mais qui, contre toute attente, changea le cours de batailles entières. Restez jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Pour comprendre l'ampleur de la folie d'Elias Vance, il faut se plonger dans le contexte de la campagne de Lorraine en France, à l'automne 1944. Après le succès du jour J et l'avancée initiale à travers la Normandie, les forces alliées se sont retrouvées embourbées dans un nouveau type d'enfer. Le paysage était une mosaïque de collines ondulantes, de forêts denses et de villages fortifiés, parfaits pour la défense allemande. Mais le problème principal, le véritable cauchemar qui hantait chaque soldat, était la domination par les tanks Panther allemands. Ils constituaient l'épine dorsale des contre-offensives nazies, conçues pour être supérieures en vitesse, en puissance de feu et, surtout, en protection frontale. Le Panther était le prédateur suprême des champs de bataille. Ces canons de 75 mm à haute vélocité pouvaient percer le blindage de n'importe quel tank Sherman, allié à longue distance, tandis que sa propre armure frontale inclinée était une forteresse impénétrable. Les missiles anti-chars étaient rares, et les obus des Sherman ricochaient simplement sur la carapace frontale du Panther, comme s'il s'agissait de jouets. Pour les Alliés, affronter un Panther de front était une sentence de mort assurée. Les troupes américaines et françaises étaient décimées. Chaque avancée était payée par un fleuve de sang, et le moral s'effondrait à chaque Panther qui surgissait du brouillard, apparemment immunisé contre tout. Les solutions conventionnelles échouaient lamentablement. L'artillerie lourde était imprécise et lente pour engager des cibles mobiles. Les frappes aériennes étaient limitées par la météo et le camouflage allemand. L'infanterie, avec ses armes anti-chars portables, devait s'approcher dangereusement pour contourner les Panthers, se transformant en cible facile pour les mitrailleuses montées sur les tourelles. C'était une situation désespérée. Chaque jour, plus de Panthers étaient aperçus, plus de positions étaient perdues, et le spectre de la stagnation planait sur l'avancée alliée, menaçant d'annuler les gains chèrement acquis. La campagne de Lorraine se transformait en un hachoir à viande, et le Panther en était la lame principale. Le haut commandement était perplexe, cherchant n'importe quelle stratégie pour neutraliser cette menace mortelle. C'est dans ce contexte de désespoir et d'inefficacité que l'idée d'Elias Vance, si simple et si bizarre, a commencé à germer. Elias Vance n'était ni un stratège militaire, ni un ingénieur de renom. C'était un homme ordinaire, un tireur d'infanterie du 3e bataillon, 7e régiment d'infanterie, avec un passé modeste dans les terres agricoles du Kansas. Avant la guerre, Elias passait ses journées à réparer des machines agricoles, observant la mécanique du monde avec une curiosité innée et un esprit qui voyait des schémas là où d'autres ne voyaient que le chaos. Sa seule crédibilité était une capacité quasi surnaturelle à observer les détails, à comprendre comment les choses fonctionnaient réellement, et non pas comme les manuels disaient qu'elles devaient fonctionner. Au front, il n'était pas le soldat le plus rapide ou le plus fort, mais il était le plus attentif. Alors que d'autres se recroquevillaient sous le feu des Panthers, Elias les étudiait. Il voyait l'invincibilité apparente, mais aussi les subtilités, les angles, les réactions du blindage à l'impact. Il remarqua quelque chose de particulier lors des affrontements. Les tirs des Sherman, même ceux qui frappaient le blindage frontal incliné du Panther, ricochaient de manière prévisible, mais toujours vers le haut, comme des balles rebondissant sur une pierre. Mais et si,
Et s'il y avait un moyen de contrôler ce ricochet, un moyen de le transformer d'un échec en une arme? L'idée, pour lui, n'était pas une épiphanie soudaine, mais le résultat d'innombrables heures à observer, à réfléchir, à dessiner dans la terre avec un bâton pendant que ses camarades dormaient agités. Il voyait la physique en action, la danse de l'énergie et de l'angle, et une petite faille dans l'armure apparemment impénétrable du panthère commença à se révéler dans son esprit. Quand Elias finit par rassembler le courage de présenter sa théorie à son sergent, la réaction fut exactement celle qu'il attendait et redoutait. « Vance, vous êtes fou !» grogna le sergent Miller, un vétéran endurci qui avait vu des hommes craquer sous le stress de la guerre. « Vous voulez qu'on lance des cailloux sur les panthères ou qu'on fasse des ricochets jongleries? Retournez dans votre tranchée avant que je ne vous envoie chez le psy. » D'autres soldats riaient ouvertement. « Le lanceur de cailloux » l'appelait-il. L'idée qu'un simple ricochet puisse être manipulé pour neutraliser le char le plus redouté de la Wehrmacht était ridicule. L'esprit militaire conventionnel cherchait des solutions complexes. Plus de puissance de feu, un blindage plus épais, des tactiques de contournement risquées. Elias offrait la simplicité, et la simplicité, en temps de guerre, était souvent confondue avec la naïveté ou pire, la folie. Mais Elias n'était pas facilement découragé. Le rejet ne fit que solidifier sa conviction. Il savait ce qu'il avait vu, il savait ce qui pouvait être fait. Le problème, comprit-il, n'était pas le manque de puissance de feu, mais la direction de la puissance de feu existante. Le blindage frontal du panthère était tellement incliné qu'il déviait la plupart des projectiles vers le haut. Mais il y avait une tourelle, et à l'intérieur l'équipage. Et il y avait une ouverture cruciale à la base de la tourelle, là où elle se connectait à la coque. Une zone qui, bien que blindée, était moins robuste que la plaque frontale principale et, plus important encore, était vulnérable à un type d'impact spécifique. L'idée d'Elias était audacieuse dans sa simplicité, et si au lieu d'essayer de percer directement le blindage frontal, il pouvait guider le ricochet d'un obus vers le bas, vers la base de la tourelle du panthère, où l'armure était plus fine et où la chance de pénétration, ou de causer un impact désorientant, était exponentiellement plus grande. Il imaginait une plaque de ricochet improvisée, positionnée stratégiquement au sol, à quelques mètres devant le panthère. Non pas une plaque pour arrêter le projectile, mais pour le diriger. Il lui fallait quelque chose qui puisse supporter l'impact d'un obus de tank, mais qui ait le bon angle pour dévier le tir vers le bas, en direction du point faible de la tourelle. Les matériaux étaient rares, mais la guerre ironiquement les fournissait. Il y avait des débris partout, des morceaux de béton armés provenant de fortifications allemandes détruites, des plaques de métal tordues de véhicules et même des blocs de pierre naturels qui parsemaient le paysage de Lorraine. Elias commença à expérimenter, en secret, pendant les quelques heures de repos dont il disposait. Il utilisait des pierres plus petites et même de vieux casques comme cible, tirant avec sa carabine pour observer l'angle de ricochet. Il griffonnait des formules rudimentaires dans le sable, calculant la distance, l'angle d'impact et la trajectoire résultante. Ses collègues l'appelaient toujours le fou, mais l'obsession d'Elias était palpable. Il était déterminé à prouver que sa folie était en réalité la seule chose saine au milieu de cet enfer d'acier. Il lui fallait une plateforme, quelque chose de stable et de résistant. Ses yeux tombèrent sur les innombrables décombres de béton et de pierre que l'artillerie avait éparpillés. Il commença à déplacer les pierres les plus grandes et les plus denses qu'il trouvait, les traînant jusqu'à un endroit isolé sous le manteau de la nuit. Il n'avait pas d'outils sophistiqués, juste ses mains, la force brute d'un homme désespéré et une foi inébranlable en son idée. Il les positionna, les testa, les ajusta. À chaque tentative, il se rapprochait de la vérité, de cet angle parfait qui transformerait un tir inoffensif en un coup dévastateur. Il construisait, pierre par pierre, sa réponse à la terreur du panthère. Et personne, pas même le sergent Miller, ne pouvait l'arrêter maintenant. Il était au bord d'une découverte, une qui défierait la logique militaire et réécrirait les règles de la bataille de tank. La question n'était pas si cela fonctionnerait, mais quand il aurait la chance de le prouver. La boue et le désespoir de la Lorraine étaient sur le point d'être témoins d'une révolution silencieuse, conçue dans l'esprit d'un tireur d'infanterie qui refusait d'accepter l'impossible. L'obsession d'Elias, cependant, ne passa pas inaperçue très longtemps. Ses disparitions nocturnes, sa fatigue constante et la saleté inexpliquée de ses mains et de son uniforme soulevèrent des soupçons. Le sergent Miller, bien que sceptique, gardait un œil sur lui,
s'inquiétant de la santé mentale de l'un de ses meilleurs tireurs. Mais la véritable opposition viendrait d'où Elias l'attendait le moins, de la nature même de son expérience. Les premières tentatives furent désastreuses. Il avait rassemblé un petit arsenal de pierres de différentes tailles et densités. Dans une clairière isolée, sous la lumière fantomatique de la lune, il tentait de recréer les conditions qu'il avait observées. Utilisant un fusil M1 Garand et des munitions réelles, il tirait sur les plateformes improvisées, espérant que les projectiles de 30-06 pourraient simuler l'impact d'un obus de tank à échelle réduite. Mais les résultats étaient frustrants. Les ricochets étaient imprévisibles, les pierres s'éparpillaient ou bougeaient, et l'angle de déviation était toujours faux. Le bruit des tirs nocturnes, étouffé par la forêt, était un écho de ces échecs. « Vance, qu'est-ce que vous pensez faire, bon sang ?» La voix grave du capitaine Davis coupa le silence une nuit, faisant sursauter Elias. Davis, un officier de carrière, au visage marqué par la guerre et au tempérament vif, était furieux. « J'ai reçu des rapports de tir en dehors des heures. Vous gaspillez des munitions, vous risquez notre position et franchement, vous agissez comme un lunatique. » Le capitaine Davis avait été informé par les hommes d'Elias eux-mêmes de son hobby bizarre. L'idée qu'un soldat essaie de faire ricocher des balles sur des pierres pour désactiver des tanks était, pour lui, l'incarnation du délire de guerre. Elias tenta d'expliquer, la voix étranglée par l'épuisement et la peur. « Capitaine, je suis proche de quelque chose. C'est un moyen de neutraliser les Panthers. Si nous pouvons guider le ricochet vers la base de la tourelle... » Davies l'interrompit d'un rire sec et dédaigneux. « Guider le ricochet? Vous êtes sérieux, Vance? Vous pensez qu'on peut jouer au billard avec des obus de tank? Nous sommes en guerre, mon vieux. Nos hommes meurent, et vous jouez à l'apprenti sorcier avec des pierres et des balles. Je devrais vous envoyer en cour martiale pour gaspillage de ressources et insubordination. » La menace était réelle, et le regard de Davis transperçait Elias comme un sabre. « Considérez-vous comme averti, soldat. Encore une fois. Et vous creuserez des latrines pour le reste de la guerre, ou pire, retournez à votre unité et arrêtez cette folie immédiatement. » L'ordre était clair, mais la détermination d'Elias était plus forte que n'importe quelle menace. Il savait qu'il était sur la bonne voie. Les échecs n'étaient aucune partie du processus. Chaque ricochet raté lui enseignait quelque chose de nouveau sur la physique de l'impact. Il avait besoin de pierres plus denses, avec des surfaces plus lisses et des angles plus précis. La limitation technique était criante. Il n'avait pas les outils pour façonner les pierres, juste la chance de trouver des formes parfaites dans le paysage dévasté. La pression du temps était écrasante. Chaque jour, de plus en plus de rapports de Panthers arrivaient et la ligne de front semblait stagner. L'image des tanks allemands invaincus hantait ses pensées. Il commença à observer les pierres non seulement par leur taille, mais par leur composition. Granit, basalte, roches volcaniques, elles résisteraient le mieux à l'impact. Les ruines d'une ancienne carrière proche, découverte lors d'une patrouille, devinrent son nouveau laboratoire secret. Là, il trouva des blocs de pierre plus grands, plus résistants que l'artillerie allemande avait déterrés. Il les traînait centimètre par centimètre, utilisant des leviers improvisés et toute sa force, les sculptant grossièrement avec une hache volée dans un camp abandonné. Ses doigts étaient à vif, son dos lui faisait mal, mais la vision d'un panthère détruit par sa folie le poussait en avant. La persistance d'Elias était une obstination presque surnaturelle. Il ignora les menaces du capitaine Davis, opérant avec encore plus de discrétion, de plus en plus isolé, mais de plus en plus concentré. Il savait que le temps était compté, non seulement pour lui, mais pour ses camarades. La guerre n'attendrait pas son invention. Il avait besoin d'une chance, d'une seule opportunité pour prouver que la folie d'un tireur du Kansas pouvait être la clé pour percer le secret de la bête d'acier. Il était au bord d'une percée, une qui transformerait le scepticisme en choc et le désespoir en victoire. La prochaine fois qu'un panthère surgirait, Elias Vance serait prêt, ou ce serait la fin de son idée, et peut-être de lui-même. La chance qu'Elias attendait et redoutait tant ne tarda pas à arriver. Quelques jours après son ultimatum avec le capitaine Davis, le son incomparable du rugissement d'un moteur Maybach HL 230P30 coupa l'air glacial du matin. Un Panther, et pas seulement un. Une patrouille de reconnaissance alliée était tombée sur une petite formation ennemie, et l'avant-garde était un panthère solitaire, avançant vers un pont vital, le seul chemin vers un village que les troupes américaines tentaient de consolider. La panique se répandit comme un feu. Les hommes savaient ce que cela signifiait. Un nouveau massacre,
Une nouvelle retraite. Elias Vance était avec son unité, retranché dans une position défensive précaire. Ses yeux balayèrent le terrain, identifiant la trajectoire probable du tank. L'adrénaline pulsait, mais son esprit était étrangement clair. Il avait trouvé la pierre parfaite dans sa carrière secrète, un bloc de granit avec une face lisse et un angle naturel qui, croyait-il, était la clé. Il l'avait traîné et caché sous un tas de décombres, à quelques mètres devant leur position. C'était le moment. « Vance, qu'est-ce que vous faites? Restez baissé !» cria le sergent Miller, voyant Elias bouger, non pas pour se mettre à l'abri, mais pour traîner la lourde pierre au milieu du chemin, en pleine ligne de mire du panthère qui approchait. Le capitaine Davis, arrivé pour évaluer la situation, vit la scène et sentit son sang se glacer. « Vance, revenez immédiatement. C'est un ordre direct. Vous vous suicidez. » Mais Elias n'entendit pas. Avec une force alimentée par le désespoir et la conviction, il positionna la pierre, l'ajustant au millimètre près, les yeux fixés sur le tank qui approchait, la tourelle tournant menaçante. Le panthère s'arrêta à environ 100 mètres, son canon principal pointé directement sur la position alliée. C'était une sentence de mort. « Feu! Feu !» hurla Davis. Mais c'était inutile. Les obus des Sherman allaient ricocher. Les bazookas étaient trop dangereux à utiliser à cette distance. C'est alors qu'Elias, au lieu de tirer avec son fusil, cria « Tirez sur la pierre ! Visez la base de la tourelle, mais tirez sur la pierre !» Un silence incrédule s'installa. Tirer sur une pierre? Le sergent Miller, pendant un instant, pensa qu'Elias était vraiment devenu fou. Mais le désespoir est un catalyseur pour la foi aveugle. Un jeune artilleur d'un Sherman M4A3, le caporal Jenkins, qui avait été témoin de l'obsession d'Elias, hésita, mais l'urgence de la situation le poussa. Il visa non pas le panthère, mais le rocher qu'Elias avait positionné au sol. Boum! L'obus de 75 mm du Sherman frappa la pierre avec une force brutale. Au lieu de se briser, le rocher, avec son angle précis et sa densité, fit ce qu'Elias avait prédit. Le projectile ricochetta non pas vers le haut mais vers le bas, avec une précision effrayante. Un son métallique aigu, différent de tout ricochet précédent, résonna. L'obus, maintenant avec sa trajectoire altérée, frappa la base de la tourelle du panthère, exactement là où elle se connectait à la coque. L'armure à cet endroit, plus fine et plus vulnérable à un impact oblique venant du dessous, ne tint pas. Il n'y eut pas d'explosion spectaculaire, ni de fumée noire immédiate. Il y eut un bruit sourd, un grincement de métal tordu, et puis le silence. Le canon du panthère, qui était sur le point de tirer, se bloqua. La tourelle, qui tournait, s'arrêta. Le tank, auparavant une menace imposante, devint une carcasse immobile. Un silence stupéfait s'ensuivit, brisé seulement par le vent. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura le sergent Miller, les yeux fixés sur le panthère. Elias Vance, épuisé, mais avec une lueur de triomphe dans les yeux, répondit « Le panthère est hors de combat. L'obus a ricoché vers la base de la tourelle. Le tireur est probablement mort ou gravement blessé. La tourelle est bloquée. » L'incrédulité était palpable. Le capitaine Davis, qui avait tout vu, courut vers l'avant, observant le tank immobile. Il ordonna à quelques hommes de s'approcher avec une extrême prudence. Ils trouvèrent le panthère inopérant. La base de la tourelle était sévèrement endommagée, et il y avait une fuite d'huile hydraulique. L'équipage, bien que non mort, était désorienté et blessé par les éclats internes causés par l'impact. Le tireur était inconscient, et le conducteur tentait désespérément de manœuvrer le tank, sans succès. Le roc ricochet hack avait fonctionné. L'impact immédiat fut monumental. Le pont était sécurisé. L'offensive allemande fut paralysée dans ce secteur. Mais plus important encore, un mythe avait été brisé. Le panthère n'était pas invincible. Et la solution n'était pas venue d'un nouvel armement ou d'une tactique complexe, mais de la folie d'un tireur du Kansas et d'une simple pierre. Le caporal Jenkins, qui avait tiré le coup, était sous le choc, mais avec une nouvelle admiration pour Elias. « Vance !» commença Davis, sa voix encore empreinte d'incrédulité, mais avec un respect nouvellement acquis. « Je ne sais pas quoi dire. Vous avez fait l'impossible. » Ce seul panthère neutralisé sauva des dizaines de vies ce jour-là, permettant à l'unité d'Elias de tenir sa position et, finalement, d'avancer. La reconnaissance officielle était encore lointaine, mais parmi ses camarades, le lanceur de cailloux devint Elias, le destructeur de Panthers. La nouvelle se répandit rapidement dans les tranchées.
Il y avait une nouvelle façon de combattre la bête d'acier, et la guerre en Lorraine était sur le point de changer de façon drastique, grâce à un homme qui refusait d'accepter l'impossible. La persistance d'Elias avait été récompensée, et le silence du panthère en était la preuve la plus éloquente. Mais la véritable bataille pour convaincre le haut commandement de sa folie ne faisait que commencer. L'incrédulité fit place à un choc respectueux, et le choc à son tour se transforma en une curiosité urgente. La nouvelle du panthère immobilisé par une astuce de ricochet se répandit comme une traînée de poudre dans les tranchées. Elias Vance, le lanceur de cailloux ridiculisé, se retrouva soudain entouré de soldats désireux d'apprendre. Le sergent Miller, encore sous le choc, mais désormais un fervent converti, ordonna à Elias d'entraîner les artilleurs des Sherman. Le capitaine Davis, avec une humilité nouvellement découverte, s'assura qu'Elias ait tout le soutien logistique possible pour trouver et positionner les pierres idéales. Dans les jours qui suivirent, le roc ricochet hack d'Elias Vance transforma le champ de bataille. Ce n'étaient plus des coïncidences. Dans son secteur, 17 artilleurs de Panther furent neutralisés, leurs tanks abandonnés ou détruits. Les pertes alliées chutèrent, et la panique se répandit parmi les forces allemandes, qui ne comprenaient pas comment leurs Panthers étaient neutralisés par des tirs impossibles. La méthode d'Elias, initialement ridiculisée, fut adoptée à contre-cœur, puis étudiée et finalement reproduite par d'autres unités. Le fou devint un héros silencieux, son génie émergeant des endroits les plus inattendus. L'efficacité était indéniable. Là où auparavant les Panthers étaient des forteresses impénétrables, ils devenaient désormais vulnérables à une tactique ingénieuse et bon marché. Les unités alliées qui reculaient auparavant avançaient maintenant avec une nouvelle confiance, sachant qu'elles avaient une réponse à la bête d'acier. La campagne de Lorraine, qui semblait stagnante et vouée à être un bain de sang prolongé, commença à reprendre de l'élan. Les rapports des commandants de terrain, auparavant remplis de désespoir face à la supériorité des Panthers, contenaient désormais des notes d'optimisme prudent, mentionnant une nouvelle tactique de ricochet qui renversait la situation. Pourtant, le scepticisme persistait dans les échelons supérieurs. Généraux et officiers d'état-major, habitués aux solutions de haute technologie et aux stratégies élaborées, tardaient à accepter qu'un simple tireur d'infanterie, utilisant des pierres et de la physique de base, puisse avoir découvert la clé pour neutraliser le char le plus redouté de la Wehrmacht. Faire ricocher des balles sur des pierres, c'est du folklore de tranchée, pas de la tactique militaire, se moquèrent certains. C'est de la chance de débutant où les équipages allemands se démoralisent, disaient d'autres, essayant de disqualifier l'innovation d'Elias. Mais les chiffres parlaient plus fort que n'importe quel scepticisme. Sur une période de 3 semaines, le nombre de Panthers neutralisés sur le front de Lorraine augmenta de 40%, tandis que les pertes de tanks alliés et les pertes d'infanterie lors des affrontements avec les Panthers chutèrent de 25%. Les artilleurs allemands de Panthers capturés commencèrent à signaler un phénomène étrange. Des obus qui semblaient venir du dessous, frappant la base de la tourelle et causant des dégâts internes catastrophiques. Le général Patton, connu pour son approche agressive et son ouverture d'esprit aux innovations de terrain, prit finalement connaissance des rapports contradictoires. Intrigué, il ordonna une enquête approfondie. Un groupe d'ingénieurs et d'officiers d'artillerie fut envoyé dans le secteur d'Elias Vance. Ils observèrent, initialement avec méfiance, la démonstration du roc ricochet. Elias, avec le calme d'un professeur, expliqua les angles, la densité de la pierre, la trajectoire du projectile. Lorsqu'un Panther capturé fut utilisé pour un test contrôlé et qu'un obus de Sherman, guidé par la pierre de granit soigneusement positionnée, frappa la base de la tourelle, la bloquant et simulant des dommages internes, le silence dans la suite fut absolu. La preuve était irréfutable. Le rapport envoyé au commandement allié fut catégorique. La tactique Vance, comme elle fut baptisée, était un tournant. Elle ne nécessitait pas de nouvel équipement, seulement de l'ingéniosité et de l'entraînement. En quelques jours, une directive fut émise. Le commandement suprême allié, sous l'égide du général Eisenhower, non seulement commanda la réplication de la méthode, mais donna également instruction de créer des équipes de terrain pour former les artilleurs et l'infanterie sur tout le front occidental. La folie d'Elias Vance était devenue une politique officielle. On estime que dans les semaines qui suivirent, la tactique Vance sauva des milliers de vies alliées et accéléra l'avancée en Lorraine de semaines, voire de mois.
modifiant le cours de la guerre sur un théâtre critique. Le Panthère, auparavant la terreur invincible, avait maintenant un talon d'Achille et la guerre était sur le point de témoigner du véritable impact du génie d'un homme simple. La révolution silencieuse d'Elias Vance, née dans la boue et le désespoir, avait enfin éclaté, et le monde ne serait plus jamais le même. Après la guerre, Elias Vance, le destructeur de Panthers, ne chercha pas la gloire. À la fin du conflit, il, comme tant d'autres héros anonymes, rentra simplement chez lui. L'homme qui avait percé le talon d'Achille du Panthère retourna aux terres agricoles du Kansas, reprenant sa vie de réparateur de machines, son esprit observant toujours les schémas cachés du monde. Il reçut des décorations pour sa bravoure et son ingéniosité, mais la célébrité ne fut jamais son objectif. Elias préféra la tranquillité de l'anonymat, partageant ses histoires seulement avec quelques amis et sa famille. L'humilité d'un homme qui voyait son exploit non pas comme quelque chose d'extraordinaire, mais comme une simple solution à un problème pressant. L'héritage de la tactique Vance, cependant, transcenda son créateur. Bien qu'elle n'ait pas été formellement enseignée dans les académies militaires pendant des décennies, l'histoire du roc ricochet hack se transmit de bouche à oreille parmi les vétérans, un témoignage de l'ingéniosité sur le champ de bataille. Des documents déclassifiés et des rapports de combat de l'époque confirment son efficacité et la leçon selon laquelle des solutions simples peuvent renverser des complexités apparemment insurmontables résonne encore aujourd'hui. Son innovation, l'idée d'utiliser l'environnement et la physique pour renverser la vapeur, est un rappel frappant que les meilleures idées peuvent venir des endroits les plus inattendus, d'esprits qui refusent d'accepter l'impossible. L'histoire d'Elias Vance est un puissant rappel que la persévérance triomphe du scepticisme, que des solutions simples peuvent surmonter une complexité écrasante et que la véritable innovation réside souvent dans ce qui est ignoré par les yeux conventionnels. Sa saga nous enseigne que, même dans le chaos de la guerre, l'esprit humain, lorsqu'il est libre d'observer et de questionner, peut percer les secrets de la victoire. Après tout, une simple traction sur une corde ou un tir ricochant peut percer le secret de la victoire. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à combien de solutions géniales sont cachées à la vue de tous, attendant un regard différent ?